Merci d'être encore avec nous pour IA, économie et entreprise. Et c'est toujours la même chose, seulement une demi-heure pour un sujet où on pourrait passer 3 jours, enfin on pourrait faire des séminaires entiers. Avec moi, Christopher Dambic, qui est, on prononce bien comme ça, hein, Christopher, conseiller senior en stratégie d'investissement chez Pictet AM, et Guy Mamoumani, président de Gadax Conseil et cofondateur du groupe Open. Enfin, c'est écrit, hein, vous pouvez suivre en même temps. Vous avez été président de Syntec Numérique et vice-président du Conseil national du numérique. Je précise que vous avez sorti, il y a vraiment très peu de temps, pour un numérique humain. Christopher, j'oublie quelque chose sur votre présentation. Vous m'aviez conseillé de... Allez-y, dites-le vous-même. Je suis également au conseil d'administration d'une entreprise qui est cotée en Espagne et à Londres, voilà. Substrataï, qui est donc dans l'intelligence artificielle, et l'autre, une start-up dans l'intelligence artificielle également, mais qui est basée à Singapour et qui est plutôt spécialisée sur tout ce qui est énergie, actifs industriels, donc essayer de lutter notamment contre la corrosion, qui est un des gros problèmes dans l'industrie aujourd'hui. Oceans AI. Voilà, tout à fait, j'ai oublié de donner. Et l'autre, vous avez dit Substrate AI. Voilà. Substrat, c'est Substrate, un substrat de quoi ? En fait, c'est un conglomérat qui est présent sur une myriade d'activités, aussi bien sur la recherche-développement. Vous avez aussi sur l'agriculture, comment on peut mettre en place des solutions d'intelligence artificielle, la finance aussi, bien sûr. Donc assez varié, un conglomérat qui est basé historiquement en Espagne. Alors... Guy, pour un numérique humain, donc on sent bien qu'il faut se méfier un peu quand même, et vous dites les 8 conditions d'une transformation réussie. Mais je ne résiste pas au fait de lire la préface qui vous a été écrite par Antoine Petit, qui était avec nous hier, hein, le PDG du CNRS. Alors, pour mémoire, pour tout le monde, le numérique. On est réunis pour ça, c'est bien. Il a envahi nos vies sans que nous nous en rendions toujours compte. Et il l'a fait à une vitesse incroyable. Si l'on se réfère au fameux GAFAM, on connaît tous le sigle maintenant, hein, Facebook créé en 2004 à 20 ans, Google créé en 1998, 25, et Amazon créé en 1994, 30. Apple et Microsoft, respectivement créés en 1976 et 1975, font figure d'ancêtres à moins de 50 ans. Alors, je trouve que c'est très bien, hein, ce début. Merci Antoine. Parce que dans le même temps, dans votre livre, ce que vous dites, c'est que malgré tout ça, les patrons et les entrepreneurs, il y a une proportion significative qui continue d'être dubitative vis-à-vis du numérique. Alors on se dit, ils n'ont pas su prendre le train alors ? C'est une énorme question. On en a pour 4 heures. Hein. Non, je vais être rapide. En 2 mots, quand on entend numérique ou intelligence artificielle, ce qui nous vient à l'esprit, en particulier en France, c'est déshumanisation, suppression d'emplois. Et là, par conséquent, lorsque vous êtes patron, voire lorsque vous êtes homme politique, voire président de la République, vous évitez d'aborder ces sujets. Parce que vous vous dites, moi, si je commence à dire « je vais faire de l'intelligence artificielle dans mon entreprise », ce que tout le monde devrait faire, ce qui est impératif, depuis hier, on n'arrête pas de le dire, eh bien, je vais être confronté à des réactions qui vont être négatives. Et tout le propos de mon livre et de mon engagement depuis des dizaines d'années, c'est de redonner une vision positive de cette transformation numérique, eh bien, tout simplement afin qu'elle soit appréhendée comme un progrès et non pas comme un enjeu de catastrophe, voire d'apocalypse. Christopher, même combat ? Alors, un peu différent, parce que moi, je me place du côté plutôt financier. Et nous, de notre côté, dans les entreprises dans lesquelles on investit et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est quand même de mettre en avant que l'intelligence artificielle est un atout. En revanche, la problématique, on a plutôt d'ailleurs, j'avoue, donc Pictet a investi au niveau international, hein, donc pas uniquement en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a plutôt des interlocuteurs qui sont très réceptifs. Ils voient l'aspect gain de productivité. Ils ont conscience de 2 aspects. C'est un, et je pense que ça a été rappelé assez régulièrement, c'est que l'impact de l'intelligence artificielle prend plus de temps qu'on ne l'anticipe. Ça va prendre certainement beaucoup de temps. Et le deuxième point, c'est aussi en termes de financement. C'est-à-dire que
Je vous donne un exemple. Vous avez un opérateur téléphonique en France qui est un des principaux opérateurs téléphoniques. Il a toutes les données. On a beaucoup parlé de la qualité des données, etc. Mais aujourd'hui, 90% de ses projets dans l'intelligence artificielle échouent. Pourtant, il a beaucoup d'argent, mais il y a un problème de qualité des données, de traitement à cet égard. Donc, ce qui est important de prendre en considération, c'est que nous, les interlocuteurs qu'on a, ils savent bien que l'intelligence artificielle est inévitable. En revanche, quand même, il faut mettre beaucoup d'argent derrière, savoir que c'est du temps long. Et malheureusement, et notamment sur les grandes sociétés, le temps est plutôt court. Vous avez des actionnaires qui demandent un rendement sur du court terme. Donc, ça peut être un petit conflit qui se met en place. Alors comme tout le monde n'est pas investisseur, le court terme, c'est quoi? C'est 1 an, 5 ans, 10 ans? Le court terme, c'est même les résultats trimestriels, donc c'est tous les 3 mois. 3 mois. Vous avez une forte pression du côté du management. Ah bah oui. Ouais. Ah bah là, donc c'est vraiment très, du très court terme. On est d'accord, on ne peut pas mettre de grands projets en place sur du long terme. Et ça pose quand même une grosse difficulté pour des entreprises, parce que concrètement, quand vous mettez en place de l'intelligence artificielle, la réalité, c'est que les projets ils courent sur plusieurs années. Mais ça nécessite beaucoup d'argent, et dans le même temps, vous avez une contradiction qui va être, votre actionnaire va vous demander, oui, moi, dans 3 mois, je veux un rendement sur mon action. Et le beaucoup, ça va de quoi à quoi? Honnêtement, par exemple, si vous prenez une société qui a de très bons, beaucoup d'argent, un chiffre d'affaires qui est tout à fait honorable comme Pernod Ricard, qui ont, eux, souhaitent utiliser l'intelligence artificielle notamment pour éviter qu'en termes de conditions météorologiques, vous avez un impact sur les vignes, par exemple, sur certaines de leurs marques, eux peuvent mettre plusieurs millions, sans problème en termes d'investissement. Mais en revanche, ils ont un souci qui va être, bien évidemment, il faut que ce soit rentabilisé assez rapidement, ces millions qui sont investis. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez toujours les questions d'accès à la donnée. Fondamentalement, je pense que pour les entreprises, vous avez 2 problèmes qui se posent. Un, la donnée, est-ce qu'elle est de qualité et est-ce qu'on a suffisamment de données sur du long terme? Typiquement, je vous donne l'exemple de Pernod Ricard. Ils ont dans leur vigne de la donnée météorologique qui remonte à 100 ans. Mais simplement, on n'arrive pas à créer des modèles aujourd'hui qui soient suffisants. Et pourtant, ils ont de la donnée, ils ont de l'argent derrière cela, et ce n'est pas un sujet pour eux. Donc ça va être beaucoup de temps finalement pour qu'on ait une vraie retombée. Et malheureusement, pour certaines sociétés, même lorsqu'elles ont l'argent, la réalité derrière cela, c'est que vous avez un timing, une pression externe qui fait que vous ne pouvez pas mettre des millions sur des projets qui finalement vont rien rapporter dans l'immédiat, ou peut-être même d'ailleurs qui rapporteront rien sur du long terme. Et ça, cette contradiction en termes d'horizon d'investissement, et pression pour de la rentabilité à court terme, c'est un vrai sujet sur l'IA. Ah oui, ça me rappelle, mais c'est un autre sujet, ce qui s'est passé chez Google, où ils avaient en interne tous leurs projets super innovants, puis il y en a certains, ils coupent. La question que je voulais vous poser, c'est celle justement des chiffres, parce qu'en début d'année, sauf erreur de ma part, on a entendu le FMI qui a dit combien il va y avoir d'emplois qui vont... 300 millions. Ah oui, bref. Donc, dites-le pour oui, 300 faire peur millions. À tout le monde. 300 millions. Oui. Quel crédit peut-on accorder à ces chiffres? Et a-t-on, pour la France, et outre-mer bien sûr, toute la France, des chiffres fiables? Et qui c'est qui calcule ça? Je vais répondre à cette question, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christopher, parce que c'est très important. En fait, les exemples de maturité qu'il a donnés, qui sont tout à fait exacts, sont plutôt sur le CAC 40 et les startups. Voilà. Or, il faut quand même dire qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises dans notre pays et qui, elles, malheureusement, sont loin d'avoir cette maturité et cette conscience de la nécessité de la transformation. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce qu'il faut absolument convaincre les chefs d'entreprise que c'est se transformer ou disparaître. Donc c'est un enjeu absolument crucial. Alors, on revient à cette idée des suppressions d'emplois. Alors là, ça c'est formidable, c'est, je crois, mon sujet favori. Alors, vous avez parlé du FMI, le BCG aussi, a annoncé 300 millions d'emplois transformés. Tout le monde, y compris des experts, j'en ai discuté dans une radio il y a quelques jours, ont entendu 300 millions d'emplois supprimés. Ce n'est pas la même chose, pas du tout pareil. McKinsey vient de sortir une étude, il y a quelques semaines, où elle dit, en fait, 10% des emplois seront supprimés, 45% des emplois seront transformés. Et ça, c'est l'enjeu fondamental que nous avons, qui a été d'ailleurs évoqué lors du débat précédent. Et je voudrais donner un exemple que je connais bien. C'est celui des développeurs en informatique. Alors vous savez, ça fait 40 ans que je suis dans l'informatique, moi. C'est terrible parce que ça fait 40 ans qu'on m'annonce qu'il n'y aura plus de développeurs, on n'en aura plus besoin. Bon, il s'avère qu'en 40 ans, j'en ai recruté des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, puisque chaque année dans mon groupe,
ont recruté 1000 personnes. Et si on avait trouvé 1000 personnes de plus, on les aurait prises. Et pourtant, le docteur Laurent Alexandre et bien d'autres annonçaient déjà, il y a 7 ou 8 ans, que ce métier était foutu. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, vous avez le patron de Nvidia. Alors évidemment, lui, on l'écoute parce qu'il a une boîte qui vaut 2000 milliards. Bon. Et rappelez ce qu'il fait. Voilà, et qui fait des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle. Et il a annoncé en grande pompe, encore une fois, la disparition du métier de développeur. Ben moi, je me permets de le contredire. Ma boîte ne vaut pas 2000 milliards, mais j'ai une expérience de terrain peut-être qu'il n'a pas. Et je peux vous dire que dans les 5 ans, les 10 ans à venir, on aura encore besoin de développeurs. Et ça a été très bien dit d'ailleurs par Madame Anaïs Baudot tout à l'heure, et je la félicite de l'avoir dit parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Bien sûr, des développeurs qui connaissent ChatGPT ou une intelligence artificielle générative, évidemment, seront bien plus protégés que ceux qui vont se contenter de rester sur des technologies qui sont obsolètes. Et ça, c'est valable pour les médecins, les avocats et tous les métiers que l'on peut imaginer. Les métiers, le vôtre, il est menacé ? Le mien, non. Personnellement, non. Ma profession initiale d'économiste, peut-être, parce que sur les modèles, je pense que malgré tout, l'intelligence artificielle fera un peu mieux que... C'est toujours les autres ? Non, mais on se rejoint sur le fait que déjà les grilles les prévisions sur le nombre d'emplois détruits, si vous regardez en fonction des organismes, vous avez déjà un écart qui est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Je vous le disais, moi, ma profession initialement, c'est d'être économiste. Quand je vois qu'on a des difficultés à faire de la prévision d'inflation sur 3 mois, alors savoir en 2030 combien d'emplois vont être détruits au niveau mondial du fait de l'intelligence artificielle, sans connaître en plus comment va évoluer l'intelligence artificielle d'ici quelques années, je suis assez dubitatif. Aujourd'hui, déjà, le premier point, c'est plutôt l'enjeu, c'est pas de savoir combien d'emplois vont être détruits. Philosophiquement, c'est peut-être intéressant de se dire qu'on va passer à une société où on travaillera à 28 heures. Peut-être que ça intéresse certaines personnes. Mais la réalité, c'est plutôt de savoir comment vous maîtrisez cet outil. Et il y a un problème aujourd'hui. Vous avez effectivement, et c'était important de le rappeler, sur les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, l'investissement dans l'intelligence artificielle, c'est un coût qui est extrêmement élevé. Vous n'avez quasiment pas de solutions qui sont proposées pour des PME ou des ETI pour mettre en place l'intelligence artificielle. Le cloud, ça coûte de l'argent notamment, et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, on sait qu'NVIDIA travaille sur des solutions, mais ça prendra du temps. Le deuxième point, c'est culturellement aussi, vous avez beaucoup de freins dans les entreprises pour adopter l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, tout le monde applaudit, je le vois aussi dans ma société, on applaudit ChatGPT, on se dit ça va être utilisé, vous avez des formations à ChatGPT, c'est mignon, etc. Mais fondamentalement, la réalité, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur du long terme, comment les emplois vont être transformés. Ma conviction, c'est qu'on ne va pas avoir tant de destruction d'emplois que cela, parce que déjà, la révolution sur l'intelligence artificielle va prendre plus de temps que prévu. Vous avez l'engouement aujourd'hui, aussi bien des investisseurs, des hommes politiques, sur l'intelligence artificielle. Si vous regardez ce que vous disent les scientifiques, vous avez un rapport qui a été publié par Harvard, ils ont interrogé à peu près 3000 scientifiques qui sont uniquement sur l'intelligence artificielle, il a été publié en janvier. Ces scientifiques, ils vous disent que ça va prendre du temps. Typiquement, ils anticipent que ça va prendre à peu près 5 ans avant que l'intelligence artificielle puisse créer des sites internet complexes. Par complexe, par exemple, c'est des services de paiement. Ça va prendre dans les années 2030, probablement pour avoir éventuellement des artistes qui soient uniquement via de l'intelligence artificielle ou des films uniquement créés par l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il est essentiel, c'est une révolution qui est indéniable, une révolution industrielle et scientifique, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et si vous rajoutez les problèmes financiers, vous rajoutez les problèmes d'adaptation dans les entreprises, ça prendra encore plus de temps que cela. Et à mon avis, avant que mon emploi, vu mon âge, soit détruit, je serai certainement en retraite, ou en tout cas, si la retraite n'est pas à 75 ans, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je suis convaincu que l'enjeu, c'est plutôt l'adoption de cette technologie que tous ces plans sur les destructions d'emplois. Oui, et bien sûr, Guy, mais l'adoption, forcément, ça me fait penser à plusieurs questions. Déjà, se former, encore faut-il qu'il y ait les formateurs. Alors, les compétences, elles existent, mais comment peuvent-elles être appliquées ? On a parlé tout à l'heure avec Adenoshi de la formation qui était la formation primaire des plus jeunes. Mais quand on est dans une boîte et qu'on a, dans une entreprise, pardon, et qu'on a 45 ou 50 ans, qu'on est manager et qu'on ne comprend plus rien à ce que vous disent les jeunes ingénieurs qui débarquent, qui c'est qui va vous donner la solution ?
Donc, a-t-on les moyens de cela? Et comme vous avez parlé d'un rapport là, fait par Harvard, je repense qu'il y a un rapport qui vient d'être donné à notre cher grand président il y a Gilles Babinet dans le coup, qui est le Conseil national du numérique. Vous pourrez nous en reparler aussi, parce que vous parlez aussi finance, mais il en parle. Donc, si, vous faites tout ça en 3 minutes. Hein. Alors, ma chère Dominique, vous venez là de mettre le doigt sur ce que je considère comme le sujet essentiel. C'est essentiel, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce qu'a dit Christopher. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui une vague qui est en train d'arriver. Elle arrive depuis quelques années, mais elle continue à s'accélérer avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Alors, vous avez 2 réactions possibles. La première, ça consiste à dire, moi, cette vague, elle m'inquiète, elle me met en danger, je vais mettre des coussins, je vais construire des murs. Et au bout du compte, vous êtes balayé. L'autre alternative, celle à laquelle je crois, et qui est d'ailleurs le fil rouge de mon livre, c'est de dire que cette vague, eh bien, il faut apprendre à surfer dessus. Voilà. Et ça devient une magnifique opportunité, tout simplement. Mais à condition que vous sachiez appréhender les enjeux de cette vague. Donc, il faut absolument investir massivement sur l'acculturation, l'éducation, la formation. Non pas pour faire des informaticiens, parce que moi j'ai ma femme qui est inspectrice d'éducation nationale, à chaque fois elle me dit « mais tu vas nous faire encore des informaticiens ». Pas du tout. Nous sommes aujourd'hui, puisque ce numérique est prégnant dans notre quotidien, de former depuis la petite enfance. Et c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas la peine d'apprendre à coder avec je ne sais quel outil, non, mais comprendre ce que c'est qu'une base de données, ce qu'est un algorithme, tous ces sujets-là qui, après, nous permettent d'être des utilisateurs responsables. Et c'est absolument fondamental d'y arriver. Et j'ai été très heureux de voir que tout ça a été parfaitement évoqué dans ce fameux rapport qui a été donné. C'est une commission qui était présidée par Aguillon, qui a travaillé pendant plusieurs mois. Philippe Aguillon, Collège de France, économiste, qui a passé beaucoup de son temps aussi aux États-Unis. Et il y avait bien sûr des dizaines d'experts. Ils ont fait 600, je crois, interviews. Et ils ont tiré pour moi 2, j'allais dire, leçons essentielles. La première, c'est qu'il va falloir investir massivement. Et pour la France, ce ne sont pas quelques centaines de millions, c'est 26 milliards. Ils ont très bien expliqué à chaque fois quel est l'investissement qu'il faut faire et pourquoi faire. Et la deuxième chose, ils ont dit, franchement, ça m'a fait plaisir, que le problème essentiel, c'est l'éducation et la formation. Donc voilà, une fois que l'on a dit ça, il faut évidemment, mais quand je dis investir massivement, par exemple, ça ne sert à rien de donner des smartphones, des iPads à des enseignants en disant débrouillez-vous, utilisez-les. Non, il faut commencer justement par la formation des enseignants, la formation des formateurs, investir dessus parce que c'est l'avenir de notre pays et c'est là qu'on va enclencher une formation, bien sûr, du citoyen et pareil dans les entreprises de façon à ce que l'on introduise tous ces concepts. Oui, mais alors... problème, une fois encore, de temporalité, parce qu'il faut faire très très vite. Là, quand Christopher il parle de retour sur investissement en 3 mois, on ne vous forme pas les gens en claquant des doigts. Au passage, pour préciser ce que vous venez de dire, dans ce rapport, ces 26 milliards de très grandes entreprises mettraient au pot. Parce que Bruno Le Maire, il ne nous a pas parlé de réduction, là, 10 milliards, puis 20 milliards. Où c'est qu'on va les trouver? Il faut aussi que les grandes entreprises s'investissent. Et vous savez, investissent. Christopher, allez-y. Je veux juste dire qu'on peut dire... j'ai écrit un livre il y a 5 ans qui s'appelle « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». J'ai dit exactement la même chose. On aurait pu commencer à cette époque-là. On aurait gagné du temps. Voilà. Christopher. Alors, désolé, je vais un peu casser l'ambiance. Je pense que c'est déjà trop tard pour rattraper le retard. On a fini, au revoir. Je vous donne juste 2 arguments.
L'enjeu, c'est de savoir aussi quelle va être la technologie, d'où elle provient. Est-ce qu'on aura une technologie française, européenne ou étrangère? Aujourd'hui, vous avez deux freins qui sont majeurs, outre bien sûr l'aspect finance publique, qui est un autre sujet, mais vous avez deux freins qui sont majeurs. On n'a pas de chaîne de valeur dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous parliez à juste titre de NVIDIA. Alors, décryptez-nous ça, moi, la chaîne de valeur dans l'intelligence artificielle. Je suis un peu perdu. L'enjeu, c'est effectivement, par exemple, NVIDIA est le bon exemple en la matière. NVIDIA, ils produisent des puces qui sont aujourd'hui excellentes, qui sont les meilleures pour faire de l'entraînement, de l'apprentissage sur l'intelligence artificielle. Donc vous avez un pan de la technologie. NVIDIA, c'est américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont intelligents, ils se disent c'est un seul pan de l'intelligence artificielle, mais comme dans n'importe quelle industrie, vous avez des tenants, des aboutissements. Vous avez notamment besoin de data centers. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques années? 5 ans de cela, ils ont racheté des data centers. Et la technologie qui est nécessaire pour l'utilisation des data centers. Et aujourd'hui, ils négocient à l'instant T l'autre bout de la chaîne, qui va être justement, ils sont en train de racheter une start-up qui a une technologie intéressante pour proposer finalement, un peu comme a fait Microsoft avec Windows. C'était la révolution de l'informatique, on pouvait avoir des logiciels sur notre ordinateur. Ils sont en train de racheter une plateforme qui permet d'avoir des logiciels d'intelligence artificielle qui s'adressent aussi bien aux PME qu'à monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça, l'enjeu, c'est de créer une industrie de A à Z. Et aujourd'hui, on n'a même pas juste les puces électroniques européennes. Donc le premier pan qui est historiquement celui de NVIDIA. Et on ne les aura pas parce que c'est déjà trop tard du point de vue technologique. On ne les aura pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de financement. Et vous rajoutez la petite couche réglementaire. Alors je sais qu'en France, on a certains élus qui sont très heureux d'avoir la réglementation intelligence artificielle. Mais juste pour vous donner un exemple concret, l'innovation, ça prend du temps. Et je vais vous donner un exemple très très concret. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense que personne n'est en mesure de savoir ce que ça va donner dans 2 ans même, en termes d'impact. Si on regarde rétrospectivement, lorsqu'on a découvert les ultrasons au cours de la Première Guerre mondiale, si on avait été européen, on avait décidé de réglementer. Et bien tout simplement, vous n'auriez pas pu utiliser dans les années 60 des ultrasons, notamment pour les accouchements. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est ce que font les Américains et les Chinois. L'innovation, ça prend du temps. Si vous commencez déjà par réglementer en vous disant oui, c'est vrai, la gestion des données personnelles, etc., c'est compliqué, on va avoir des dérives ou des scénarios encore plus catastrophes sur l'intelligence artificielle, vous aboutissez à rien. Il faut prendre son temps. Et l'exemple américain est le bon exemple en la matière, et même, j'oserais dire, même si la Chine a ses dérives, mais sur l'intelligence artificielle, ils sont aussi assez pragmatiques à cet égard. Donc, nous, je pense que c'est un peu trop tard, et à un certain stade, l'enjeu, c'est on veut une technologie américaine ou chinoise. Bon, je pense que la réponse est assez claire, on ne va pas avoir une technologie chinoise, mais je pense réellement que c'est beaucoup trop tard à cet égard. Alors, mon cher Mamoumani n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mon cher Christopher, vous avez très bien fait de rappeler cette chaîne de valeur, mais vous avez oublié un des points essentiels dans cette chaîne de valeur, qui justement est un point fort de notre pays. Ce sont les hommes. Je vous rappelle que nous avons une des meilleures écoles de mathématiques du monde, que nous avons certaines des meilleures écoles d'informatique du monde. Je fais partie, par exemple, du comité d'orientation de l'EPITA, de l'SUIA, de l'IA Institute, toutes ces écoles. Je peux vous dire que tous les Américains, les Chinois font la queue devant ces écoles pour recruter nos étudiants. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, d'ailleurs, les patrons des boîtes dont vous parlez sont souvent des Français aux États-Unis, les Yann Lequin, les Luc Julia, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est déterminant et qui, je crois, est un point fort sur lequel nous devons nous appuyer. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien les retenir. Absolument. Vous êtes en train de nous dire qu'ils s'en vont. Tout à fait. Alors, où je ne suis pas d'accord avec Christopher, c'est que moi, franchement, je n'ai envie ni d'avoir la vision totalitaire de l'utilisation de l'intelligence artificielle chinoise, ni non plus n'avoir la vision que j'avais appelée smart power des États-Unis. Je suis très heureux, d'ailleurs je le défends dans mon livre, que nous ayons initié des régulations pour justement avoir une troisième voie, d'avoir un cloud, une intelligence artificielle, un numérique, pour être en général, qui soit humain. Par exemple, moi je suis contre le crédit social que les Chinois utilisent. Je n'ai pas envie qu'on me mette 3 points ou moins 2 points parce que j'ai traversé hors des clous. Donc tout ça, je rejette. Et désolé de vous contredire, c'est que au début, alors vous connaissez l'adage, on dit toujours les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en la matière, c'est bien ce que nous disons. Mais là, sur le RGPD, figurez-vous, 70 États
ont maintenant un RGPD-like. Ce qui prouve bien que cette prise de conscience que nous avons en Europe sur la propriété, la confidentialité, la sécurité des données, eh bien, elle est partagée dans d'autres pays. Et je crois que c'est plutôt bon signe pour notre humanité. Bon, j'ai un optimiste à droite. Non, Non, j'ai mis des conditions. Hein. Écoutez, j'ai envie du coup de vous poser une question qu'on n'a pas du tout préparée. Mais il se trouve que je lisais quelque chose, je crois, dans The Economist ces jours-ci. Et en fait, ma question, peut-être elle est d'une grande naïveté et beaucoup trop binaire. Croyez-vous que demain, nous allons plutôt, au niveau international, plutôt vers de la compétition encore plus violente ou vers de la coopération ? Je lisais qu'il faudrait des cyber diplomates, des diplomates capables de penser cyber, penser numérique, penser IA. Vous voyez, quel monde, on a bien compris ce que vous ne voulez pas, quel monde se prépare ? Alors, c'était pas prévu comme question. Non, c'est un peu large. C'est un peu large. Mais je pense qu'on est sur une confrontation. Si vous voyez, j'ai ce pins. Je pense que vous connaissez la référence. C'est l'Institut Curie. C'est la jonquille jaune. Non, c'est pas le cancer. Non, il est utilisé aujourd'hui pour les otages israéliens qui sont retenus à Gaza. J'ai pensé que c'était le cancer. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, on est sur un monde de plus en plus fragmenté, de plus en plus complexe, avec une compétition qui joue. Et surtout, peut-être un point qui est important, c'est que vous avez des États-Unis qui sont plus erratiques, qui sont certainement un tout petit peu plus, peu importe d'ailleurs républicains ou démocrates, protectionnistes et surtout qui sont renfermés sur eux-mêmes un peu plus. Et donc vous allez avoir un monde beaucoup plus violent. Après, bien évidemment, ça peut être des déflagrations comme on a à l'heure actuelle qui sont bien sûr tragiques, mais qui sont régionales. Et bien sûr, personne n'a de visibilité sur ce qui va advenir. Mais si vous regardez aujourd'hui sur tous les points, notamment du commerce international, mer Rouge, ce qui se passe avec Taïwan, ce qui se passe entre les Philippines ou la Chine, on peut se dire quand même qu'on est sur un monde un peu plus violent et qu'on a eu 60 ans un peu de stabilité qui est une anomalie dans l'histoire humaine. Mais force est de constater que quand on voit, notamment sur toutes les questions de défense, et l'intelligence artificielle fait partie aussi d'un domaine de la défense, aujourd'hui on en parle beaucoup, et c'est bien, on parle d'intelligence artificielle, on parle de défense. Combien de pays européens aujourd'hui ont vraiment augmenté leur budget défense ? Vous en avez 3, ce sont les 3 qui sont à la frontière avec la Russie et qui, bon, avec la meilleure volonté du monde, ne vont pas faire beaucoup de choses. Moi, la crainte que j'ai, c'est très bien, et je comprends, placer l'humain est important, mais je vous donne un exemple de la société cotée en bourse. Donc il y a une petite entreprise, parce que c'est une petite société, qui est à Madrid. Ils ont été à Madrid, ils ont sollicité des investisseurs en France, ils en ont sollicité en Espagne. Alors vous aviez quelques investisseurs et tout le monde les recevait, hein, Euronext, etc. On vous disait, ah, c'est top, un projet intelligence artificielle européen, c'est bien. Bon, on met de l'argent. Qui a mis l'argent aujourd'hui ? Les Britanniques. Ce que je veux dire, c'est qu'à la toute fin, on peut parler d'humain, on peut parler qu'il faut faire plein de choses, et les politiques ne cessent aussi de parler d'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien voir les réalisations concrètes. Si ces réalisations concrètes, elles sont aussi concrètes que l'augmentation des budgets de défense, eh ben on est assez mal parti. Donc j'ai peut-être un biais un peu pessimiste en règle générale, mais j'ai fait de la politique dans le passé, et croyez-moi, les éléments de langage en politique, c'est important, ça fait des beaux discours, mais la réalité, les actes derrière, ils ne suivent pas toujours. Et dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça ne suit pas. Il y a une seule zone en France qui fait les efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle, et il faut les féliciter, parce qu'il y a aussi de l'aide, bien sûr, européenne, du gouvernement, mais il y a aussi un gros engagement local, c'est Grenoble, parce que vous avez des entreprises, Soitec, etc., qui font le job, mais bien évidemment, c'est insuffisant pour devenir des leaders européens. Donc, j'ai un peu peur qu'on parle beaucoup de ces sujets, on en a tous conscience, mais derrière cela, vous avez des gens qui en parlent, mais qui investissent aussi des montants bien plus importants. Guy, vous allez avoir l'honneur de clore. Très bien. D'abord, je voudrais dire que là, je suis tout à fait d'accord avec Christophe. En effet, parce que justement, l'objet de mon livre, c'est de dire qu'il ne faut pas être angélique. Voilà. L'intelligence artificielle. Alors, c'est amusant ça, parce que j'ai vu plein de comparaisons. Là, mon ami, là, le général. Bah oui, la mayonnaise. Il a parlé de mayonnaise. Ah, c'est pas un bon exemple. Non. Je vais vous donner une meilleure illustration, moi, très simple. L'intelligence artificielle, c'est un marteau. Alors, avec un marteau, vous pouvez taper sur la tête de quelqu'un et le tuer, et malgré tout,
il est indispensable pour planter des clous. Je pense que ça, c'est plus illustratif de exactement ce qu'est l'intelligence artificielle. Et par conséquent, en effet, on peut taper sur la tête. Donc, à nous de ne pas être angéliques. Et là, je suis obligé de reconnaître que nous prenons du retard. Mais quelle est la solution? La seule solution, et je n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, c'est l'Europe. C'est le continent européen qui pourrait nous donner le marché, les moyens, et tout ce qu'a dit Christopher, pour justement investir notre futur. Et je vais finir avec une phrase, c'est celle qui symbolise le mieux mon livre. C'est Henri Bergson qui l'a dit. Notre futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Ah ben voilà, puis il y a des élections européennes dans pas longtemps. Hein. Merci à vous deux, merci, et merci de votre écoute.